Europe 1, regarde les hommes changer. Frédéric Tadei. Alors Daniel Cohen, la crise sans précédent, dit-on, dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés, c'est la première crise de la mondialisation pour vous. C'est-à-dire, pour la première fois, nous vivons dans une civilisation planétaire, interdépendante. C'est-à-dire, quand il y a une crise, absolument tout le monde est touché. C'est la grande découverte que l'on a fait avec cette crise. Alors évidemment, on en avait des signes avant-coureurs. On voyait bien qu'on était dans un monde de plus en plus intégré. On voyait le prix des matières premières progresser à peu près partout de la même manière. Mais cette crise, et c'est l'élément nouveau, ce qui justement ne répète pas 1929 et qu'il faut encore comprendre dans toute sa complexité, c'est en effet, je crois, la première crise de la mondialisation du XXIe siècle. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a vu la faillite d'une banque, Lehman, petite, 1000 milliards de dollars, etc., se retrouver au nœud d'un écheveau de relations financières qui, en cassant, a mis le monde entier en crise, avec une vitesse qui est beaucoup plus rapide même que celle qu'on avait connue en 1930. C'est-à-dire que quand on regarde l'effondrement du commerce mondial, il a chuté de plus de 20% en 6 mois. Il a fallu 1 an et demi pour observer le même déclin en 1930-31 justement. Donc on est dans quelque chose d'inédit. Et il y a je crois une belle métaphore qui permet de comprendre, et en même temps elle montre la difficulté qu'il y aura à comprendre le monde dans lequel on est, qui permet de comprendre cette crise. C'est celle que Andrew Adalm, qui est le responsable des risques financiers de la Banque d'Angleterre, a proposée. Il dit, pour comprendre la mondialisation financière, mais plus généralement, on va dire la mondialisation tout court, il faut penser à ces grands réseaux électriques qui sont tous interconnectés entre eux. Et en deçà d'un certain seuil, des dysfonctionnements locaux, il y a un village où il y a quelque chose qui casse, etc., eh bien, peuvent, grâce à cette interdépendance, être rapidement résolus. Parce que s'il n'y a pas d'électricité produite localement, grâce à l'interconnexion avec les autres réseaux, on a de l'électricité. Donc c'est une bonne chose. Mais passer un certain seuil de charge, c'est le contraire qui se passe. Un petit dysfonctionnement quelque part, eh bien, crée la nuit noire sur l'ensemble du réseau. Et vous voyez, dans le langage des mathématiciens, ça s'appelle une non-linéarité. C'est-à-dire que tant qu'on est en deçà du seuil, ça marche bien. La mondialisation permet de mutualiser les risques, de répartir les risques. Par contre, au-dessus d'un certain seuil, c'est le contraire. Les dysfonctionnements deviennent des propagateurs de crise et on ne sait pas penser ça. On ne sait pas comprendre ce seuil et on ne sait pas surtout prévoir, c'était la question du départ, quand ça va se produire. Alors Daniel Cohen, dans votre tout nouveau livre, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie, là, c'est un livre qui fait carrément peur, parce que là, vous venez de le dire, le problème de la mondialisation, s'il y a un problème, s'il y a crise, s'il y a appauvrissement, ça peut se répandre. Mais on se dit aussi, bon, mais si la crise est résolue, l'enrichissement va reprendre, et là aussi, grâce à la mondialisation, l'enrichissement circule mieux. Le problème, c'est que vous nous dites que cet enrichissement dû à la mondialisation n'est pas forcément une bonne nouvelle, alors que tout le monde le croyait. En effet, dans la prospérité du vice, vous nous dites que ce n'est pas la vertu qui nous a enrichis dans l'histoire, c'est le vice, et que quand tout le monde s'enrichit, on ne va pas vers un monde meilleur, plus pacifique ou plus vertueux comme on le croyait, mais au contraire, c'est la course vers le désastre. Alors, c'est pas la course assurée vers le désastre, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai juste voulu d'abord rappeler une chose très simple, c'est que la mondialisation aujourd'hui permet à des pays qui étaient à la périphérie, on va dire, de la richesse, l'Inde, la Chine et d'autres pays en Asie ou en Amérique latine, et certains pays en Afrique aussi, en fait, il faut bien sûr le dire, eh bien ces pays qui étaient à la périphérie, à partir du tournant des années 90, sont rentrés dans la dynamique de la croissance moderne, celle que nous avons connue, on va dire, au 19e et au 20e siècle. Je rappelle simplement que, pour ce qui nous concerne, cet enrichissement des sociétés européennes n'a pas amené la paix, elle a amené la guerre. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'une de ces nations, l'Allemagne, est devenue plus riche que les autres, les développements sont toujours inégaux, elle est devenue plus riche que les autres. À la fin du 19e, au début du 20e, l'Allemagne est devenue la plus grande puissance industrielle d'Europe, devant la France, devant l'Angleterre, et elle a voulu devenir la plus grande puissance tout court. Au sein de l'Allemagne, on avait une bourgeoisie florissante, et puis on avait aussi des vieux aristocrates prussiens qui ont vu dans cette richesse nouvelle la manière de prendre leur revanche sur la France, sur l'Angleterre, bref, leur revanche sur ce qu'a été le destin de l'Allemagne avant cette trajectoire vertueuse. Mais il y a aussi le fait qu'elle a voulu sa part, elle a voulu sa marine, elle a voulu ses colonies, et que les Français et les Anglais ont dit non. On dit non, et elle a voulu sa marine en défiant l'Angleterre. C'est d'ailleurs ce qui a rapproché l'Angleterre et la France. Donc,
On n'en est pas là aujourd'hui, parce que la Chine, pour prendre cet exemple qui vient à l'esprit, n'est pas encore, et loin s'en faut, la première puissance industrielle du monde. Il faudra encore 30 ou 40 ans. Mais le terme de cette course, a priori, ne sera pas nécessairement la paix universelle. Tout simplement, il suffit d'un contre-exemple pour invalider une règle. Le contre-exemple, c'est ce qui nous est arrivé chez nous. Mais plus fondamentalement, je crois, le vrai problème du monde, même si cette question doit rester évidemment dans nos têtes, c'est que nos sociétés industrielles ont découvert une façon de s'enrichir de façon perpétuelle. Avant, dans les ères pré-modernes, on n'arrivait pas à s'enrichir, parce que chaque fois qu'une civilisation arrivait à dépasser un peu le seuil de pauvreté, elle était immédiatement rattrapée par une explosion démographique qui faisait qu'il y avait très vite, en un siècle ou deux, trop de gens à nourrir, et au fond, les civilisations stagnaient. Dès qu'il y avait un peu plus d'argent, il y avait de plus en plus d'enfants. De plus d'enfants, la natalité devenait plus forte, parce que la mortalité infantile devenait plus faible, et en réalité, on avait en 2 siècles, pour aller très vite, on avait un retour à la case départ. Quand on regarde sur 10 000 ans la taille des squelettes, ils n'évoluent pas jusqu'au début du 19e siècle, ce qui est un des signes qui permet de conclure qu'en réalité, les calories absorbées par les gens n'ont pas été très différentes à l'ère du néolithique, c'est-à-dire au moment de l'invention de l'agriculture il y a 10 000 ans et au début des sociétés industrielles. Arrêtons-nous, si vous voulez bien là-dessus, parce que c'est tout à fait intéressant. Vous nous expliquez, c'est là la prospérité du vice aussi, Daniel Cohen. Vous nous expliquez par exemple que pourquoi les Européens sont devenus plus riches que les Chinois ou les Japonais au XVIIIe siècle, alors qu'ils avaient à peu près les mêmes richesses à disposition. C'est parce que les Européens ne se lavaient pas. Ça fait partie des... Et donc ils mourraient plus vite. Ça fait partie des raisons. Alors que les Chinois et les Japonais, ils allaient au bain tout le temps. Voilà, donc les Japonais étaient des modèles de propreté, les Européens puaient, il y avait aucune hygiène publique, donc il y avait une mortalité beaucoup plus forte, et donc ce faisant, la rivalité pour les terres disponibles était plus faible, et donc on se nourrissait mieux en Europe qu'en Chine. Et Malthus, d'où vient en effet ce titre, La prospérité du vice, disait plus une société est perverse, plus elle tue, plus elle fait des guerres, et puis plus elle est riche parce qu'il y a moins de gens à nourrir, et donc du coup on peut soulever un petit peu la tête au-dessus de l'eau. Et il y a des historiens très très pertinents, je ne sais pas s'ils ont raison en réalité, qui disent que en Europe tout a commencé avec la grande peste bubonique du XIVe siècle. 1/3 de la population européenne est morte, et donc grâce à ça, ça a donné un coup d'envoi. Les gens sont devenus brutalement très riches, et c'est ce qu'on a plus d'argent, plus de nourriture, le prix du blé a baissé, le prix de l'agriculture a baissé, ça donnait du pouvoir d'achat, et ce qu'on appelle la Renaissance, ça c'est simple et clair, c'est la conséquence de cette grande peste bubonique où tout d'un coup la prospérité a coulé à flot. Mais vous dites aussi, Daniel Cohen, par exemple, toujours pour faire la différence avec la Chine invente la poudre, elle s'en sert pour faire des feux d'artifice, les Occidentaux, eux, s'en servent pour faire de la poudre à canon, c'est la guerre, ça va nous enrichir. Voilà. C'est le vice, encore une fois. Voilà, et effectivement, en Chine, disons, on est resté habité par l'idée que la stabilité intérieure était très importante, donc il y a un moment où l'empereur chinois décide de brûler tous les navires de la flotte pour arrêter de faire du commerce parce qu'il voyait que c'était un facteur de déstabilisation. En Europe, la rivalité entre les nations, qui a toujours été le moteur, on va dire, de l'excitation européenne, de parfois ce qu'on appelle le miracle européen, à savoir le fait que l'Espagne a voulu battre la France, qui a voulu battre l'Angleterre, qui a voulu battre l'Allemagne, et tout ça évidemment terminant dans l'apocalypse des 2 guerres, eh bien ça a été aussi un moteur, puisque en fait il y avait cette rivalité incessante entre les nations qui a fait que on a cherché des usages plus productifs de ce qui est resté, dans le cas de la poudre, un jouet en Chine.